7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine, apprentissage, avec une question qui peut intéresser les parents et les enseignants aujourd'hui. Comment fonctionne le cerveau des adolescents ? Que se passe-t-il exactement dans leur tête, leur changement d'humeur, leur manque de motivation, leurs émotions ou encore leurs rêves? C'est le moment, les voisins et les voisines, de poser toutes vos questions. Si vous ne les comprenez pas définitivement, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités, Grégoire Borst et Mathieu Cassotti. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Cité, au laboratoire Lapsidé, que vous dirigez, Grégoire Borst, et vous publiez tous les deux un livre extrêmement riche qui s'appelle « C'est pas moi, c'est mon cerveau » aux éditions Nathan 2022. C'est un livre tout public, illustré, vous vous adressez directement aux adolescents, mais on apprend une foule de choses sur réellement les neurosciences et le fonctionnement du cerveau pour les adolescents. Je vous lis d'ailleurs un message d'Eva à Dakar. Un parent doit savoir être ferme mais en même temps à l'écoute. Il doit être proche de ses enfants, il faut avoir du temps pour eux et il faut communiquer un maximum et essayer de les comprendre. Nous-mêmes, nous sommes passés par là, c'est une période difficile en tant que parents et on doit les accompagner. J'ai trouvé que son message, il est plein de bon sens bien sûr à Eva, mais est-ce que ça suffit de se souvenir qu'on est tous passés par là? C'est la question que je me suis posée. Grégoire Borst. C'est un bon départ, je trouve, parce que souvent on a un peu oublié cette période qu'on a traversée. Heureusement. Peut-être heureusement. Peut-être qu'on a oublié à dessein aussi. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'on les juge toujours, je dirais, très négativement, ces adolescents. Alors que, bien sûr, c'est une période de vulnérabilité forte, on en parlera. Mais c'est aussi une période d'opportunité incroyable et on voit bien les engagements des adolescents, on voit bien que c'est quand même des êtres assez extraordinaires. Et je crois qu'il faut se rappeler qu'on était aussi des êtres extraordinaires, il faut qu'on leur dise surtout. Mathieu Cassotti, vous avez aimé travailler avec ces adolescents, les mettre dans des laboratoires pour les étudier, comme on fait aussi avec les souris d'ailleurs. Alors c'est drôle parce qu'en psychologie du développement, il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent travailler avec les plus petits. Et moi, j'ai toujours été passionné en fait par les adolescents parce que ils ont des capacités de raisonnement, ils ont la capacité de vous parler, de développer des argumentations. Et en même temps, ils ont des spécificités et ils sont différents. Ils sont différents des enfants, ils sont différents des adultes. Et là, on va en parler justement. Bien sûr, vous nous appelez. C'est le moment, les voisins et les voisines. Si vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe dans la tête de vos adolescents, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Et puis en fin d'émission, on donnera la parole, comme chaque semaine, à la coach parentale Micheline Samé à Douala au Cameroun. Aujourd'hui, que faire lorsque mon ado devient arrogant? Ça énerve souvent les parents. Avec ensuite, bien sûr, vos commentaires, les neuroscientifiques. N'oubliez pas, les voisines et les voisins, vous pouvez retrouver toute cette série de chroniques parents, enfants d'ici et d'ailleurs, avec tous les contributeurs, Micheline Samé et les autres psychologues, tous les épisodes, tous les conseils aux parents sur des sujets de la vie quotidienne en podcast. Vous tapez directement sur un moteur de recherche parents, enfants d'ici et d'ailleurs, RFI, et vous tombez sur tous les épisodes. RFI. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins, j'adore l'émission. Je suis RFI 787. Nous sommes ensemble. Nous devons marcher ensemble. Mathieu Cassotti, vous nous le disiez, le cerveau des adolescents est différent et on apprend dans votre livre que effectivement, c'est pas le cerveau des enfants et ça n'est pas encore le cerveau des adultes. Ben oui, c'est la grande découverte des neurosciences, c'est d'avoir montré que toutes les régions du cerveau ne sont pas matures au même moment, qu'il va y avoir des décalages en fait. Ça veut donc dire que, par exemple, les circuits cérébraux qui permettent d'avoir une réactivité émotionnelle, de ressentir des émotions, vont être matures plus précocement que ceux qui permettent de contrôler ces émotions. Et donc, à l'adolescence, on a vraiment une fenêtre particulière où il y a une très grande sensibilité aux émotions et en même temps une grande difficulté à se contrôler. Et donc on est différent des enfants et différent des adultes, et c'est ce qui va être effectivement
conduire à des opportunités, mais aussi des vulnérabilités. Oui, parce que contrôler ses émotions pour vivre en société, heureusement que nous tous adultes, on contrôle nos émotions, parce que sinon ça serait la guerre partout et tout le temps. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, Grégoire Borst, c'est que dans les sociétés plus traditionnelles, on estime que on passe de l'enfance à l'âge adulte et que l'adolescence, c'est un peu une invention de l'Occident, que on est dans des sociétés qui gâtent beaucoup ces enfants et ces adolescents. En réalité, vous démontrez que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. On le retrouve dans quasiment toutes les cultures et surtout on le retrouve dans d'autres espèces. Et si on le retrouve dans d'autres espèces, ça veut bien dire que c'est une réalité qui est au-delà d'une réalité culturelle. Ensuite, on peut traiter l'adolescence de façon différente en fonction des cultures et c'est tout à fait entendable. Mais par contre, on sait bien qu'effectivement dans le cerveau se jouent des réorganisations et une sensibilité à l'environnement qu'il faut bien comprendre qui est quasiment aussi forte que la sensibilité de l'environnement de notre cerveau pour la période 0-3 ans. C'est-à-dire que souvent on a un tropisme sur ces premières années de la vie en disant ouh là là, le cerveau est extrêmement plastique, il peut se réorganiser très rapidement. Il faut prendre conscience qu'à l'adolescence, c'est un peu la même chose. Et c'est une période qui dure beaucoup plus longtemps. Donc il y a un véritable enjeu effectivement de cette période-là qui permet aussi des apprentissages fulgurants parce que justement c'est une période où notre cerveau est plastique. Et plastique ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se réorganise, qu'il va changer ses connexions extrêmement rapidement. D'ailleurs, la période de l'adolescence, pour vous les neuroscientifiques, pour le cerveau, ça va de quel âge à quel âge? Alors on va moins raisonner en âge parce qu'en réalité ça va commencer avec la puberté. Donc il faut être capable de déterminer quand commence cette puberté. Il y a de grandes différences entre les individus. Les filles c'est un peu plus précoce que les garçons. Mais grosso modo c'est aux alentours de 11-12 ans que ça va commencer. Et pour la fin, alors là il y a du débat. Il y a beaucoup de débats sur le plan des neuroscientifiques. On va s'arrêter vers 22-23 ans. Mais on peut aller plus loin si on considère que l'adolescence c'est aussi l'intégration dans un contexte social particulier, le monde du travail, l'autonomie, et donc on va avoir de nouvelles catégories, des adolescents par exemple. Mais le cerveau, il est terminé à quel âge? C'est ce que disait Mathieu, c'est vers 20-25 ans. Alors il y a une variabilité, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça interroge aussi nos sociétés. Dans une société dans laquelle on dit à 18 ans vous êtes adulte, je vous donne une carte d'électeur. Une carte d'électeur notamment, et vous savez, il y a toute une question sur est-ce que finalement on ne devrait pas donner une carte d'électeur à ces adolescents à 16 ans. Moi, je pense que c'est une question qui peut se poser, mais elle peut pas se poser sans interroger finalement l'éducation au vote qui va derrière ça, parce qu'ils prennent pas les décisions comme nous. Et ça, c'est fondamental. Ça veut pas dire que c'est irrationnel la façon dont ils prennent les décisions, mais par contre, ils les prennent pas comme nous. Les adolescents ne prennent pas les décisions comme nous. Bon, ça va susciter des questions. Comment vous savez ce qui se passe vraiment dans le cerveau des adolescents? C'est l'imagerie médicale, c'est le travail en laboratoire. Comment vous travaillez en quelques mots, Mathieu Cassouty? Alors dans notre laboratoire, mais c'est Grégoire qui le dirige, mais je vais pouvoir justement en parler d'un regard un peu plus extérieur. La spécificité, c'est qu'on va non seulement avoir des techniques de psychologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des tests, on va utiliser des tâches pour les mettre dans des situations, mais on va aussi utiliser l'imagerie cérébrale, l'IRM, l'EEG, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pour pouvoir voir comment, pendant qu'ils sont en train de réaliser une tâche, pendant qu'ils sont en train de décider, ressentir des émotions, créer, ce qui se passe dans leur cerveau et quels sont les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans ces fonctions cognitives, émotionnelles et sociales. Et puis, les jeux en laboratoire. Vous faites jouer les adolescents. On fait jouer les adolescents, mais parfois en ligne, parce que effectivement, pendant le Covid, on a aussi beaucoup développé cette modalité maintenant d'étude des adolescents, ce qui nous permet aussi d'intégrer dans nos recherches des adolescents qui ne sont pas que des adolescents français. On tient beaucoup, que ce soit Mathieu ou moi, on veut vraiment faire de la recherche beaucoup plus interculturelle sur ces questions-là, parce qu'on le disait très bien, il y a aussi des différences de culture par rapport à la façon dont on traite l'adolescence. Et puis la deuxième chose, ce que Mathieu disait pas, mais je vais lui renvoyer la balle, c'est qu'effectivement, il y a aussi dans le laboratoire maintenant, grâce à Mathieu, toute cette notion aussi de faire travailler les adolescents en groupe, parce qu'on sait qu'ils se comportent pas exactement de la même manière quand ils sont en groupe. Et c'est toutes les recherches que mène Mathieu maintenant, de regarder l'effet du contexte social sur justement tous ces mécanismes qui vont changer un peu au cours de l'adolescence. Alors, je vous lis une question et bien sûr, je vous redonne le numéro de téléphone. Les voisines et les voisins, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le cerveau des adolescents ou plutôt toutes vos incompréhensions. 33 7 64 45 51 41. Je vous lis une question d'Aliou qui est à Cotonou au Bénin. Il nous dit les adolescents de cette époque croient qu'ils connaissent tout, voire plus que leur aîné. J'ai un neveu qui est hyper intelligent, brillant. Il a eu son bac à 16 ans. Malheureusement, il est très feignant. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo sur l'ordinateur
l'ordinateur. Il considère qu'il n'a pas besoin de faire plus d'efforts que cela. Ces facilités vont lui jouer des tours un jour ou l'autre. Comment faire pour lui faire prendre conscience de la chance qu'il a et l'inciter à exploiter ses atouts? Il faut parler avec lui. Et je crois que c'est un véritable enjeu. C'est ce que disait très bien Mathieu, c'est quand même une période de la vie dans laquelle on peut argumenter. Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'est plus dans l'injonction du parent sur l'enfant où on peut lui dire ce qu'il faut faire. Il va falloir argumenter avec lui sur l'enjeu effectivement qu'on peut avoir des facilités. C'est manifestement le cas de cet adolescent parce que s'il a eu son bac à 16 ans, il a quand même des grandes facilités. Il a manifestement pas besoin d'investir trop d'efforts pour réussir d'un point de vue scolaire, mais la réussite c'est autre chose. Il y a aussi la réussite éducative, il y a des nécessités dans un certain nombre de domaines de notre vie quotidienne d'être persévérant, d'investir des efforts. Et je crois que c'est ça qu'il faut aller lui dire. Il faut aller lui expliquer ça et lui dire qu'effectivement son cerveau a une certaine tendance à l'adolescence à être assez focalisé sur les récompenses immédiates. Et il va falloir travailler avec lui pour lui dire oui, mais tu sais, il y a aussi des objectifs à se fixer à long terme et pour se fixer ces objectifs à long terme, il faut que tu apprennes parfois à différer un peu ta récompense immédiate. Mais parce que les motivations, ça fonctionne comment chez un adolescent ? C'est une très bonne question, mais c'est surtout que les motivations ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que là où on ne voit pas d'efforts, en réalité, ils font des efforts. Si vous regardez des adolescents face à un jeu vidéo, ils vont passer des heures et des heures et des heures à faire des efforts, à échouer, à recommencer. Alors c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo a complètement compris que le cerveau des adolescents fonctionnait sur la récompense. Donc ce qui va les motiver, c'est d'obtenir une récompense et qu'ils font en sorte qu'ils puissent avoir une récompense même lorsqu'ils perdent. Mais ces adolescents font beaucoup d'efforts lorsqu'il s'agit de s'investir sur des choses qui les intéressent et qui leur donnent envie. Et les jeux vidéo, ça fait partie des choses qui les intéressent. Alors ça peut avoir des conséquences plus difficiles, mais ça peut être aussi des choses positives. C'est pas forcément négatif. Mais il y a plein d'autres causes qui peuvent les intéresser. Et nous, quand on regarde avec notre regard d'adulte, on a tendance à considérer que la seule chose qui est importante, c'est la réussite scolaire, c'est de travailler à l'école, c'est de travailler bien. C'est de trouver sa place dans la société, grosso modo. Ouais. Et la place dans la société, elle se crée pas uniquement avec la réussite scolaire. Il y a aussi d'autres choses à côté et d'autres engagements dans lesquels les adolescents peuvent mettre beaucoup d'efforts. Oui. Alors bien sûr, les adolescents, ils veulent surtout trouver leur place parmi leurs amis. Hein. C'est la récompense immédiate aussi, bien évidemment. On va en parler. Je voudrais qu'on écoute une question de Ralph Lou qui nous a posé qui nous a envoyé son message sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Écoutez-le. Oui, bonjour RFI. Je suis monsieur Ralph Loud, j'habite à Paris. Je suis papa d'une jeune fille adolescente parisienne. Elle est en 3e dans un collège de banlieue parisienne. Ma fille, elle est toujours sur les applis comme Snap, Chat et TikTok, WhatsApp, etc. Et du coup, je constate que franchement, ça l'enferme dans une petite lucarne virtuelle. Elle est coupée du monde pendant qu'elle est sur son écran. Et du coup, pas de dialogue avec papa. Et elle oublie complètement, là, elle ne fait plus ses devoirs, etc. Et elle est capable de passer 2 à 3 heures au téléphone avec ses copines, chose que nous, les adultes, on est incapables de faire aujourd'hui. Et j'aimerais avoir des solutions pour l'aider à décrocher, la remotiver dans sa scolarité. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce message. Je pense que c'est sûrement un problème qui est largement partagé aujourd'hui. Qui veut répondre? Grégoire Borst, déjà, le problème des écrans. Sur les écrans. Alors, c'est vrai que de notre regard d'adulte, ça paraît toujours surprenant d'une certaine manière qu'ils passent autant de temps sur leurs écrans. Alors dire qu'ils sont finalement complètement refermés sur eux-mêmes, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on utilise Snapchat, par exemple, on est ouvert sur le monde puisqu'ils sont ouverts à leur groupe social. Et leur groupe social d'appartenance, c'est aussi ça qu'ils recherchent, les adolescents. Ils recherchent la récompense sociale. Et donc le regard aussi, le positionnement dans un groupe social. Donc encore une fois, quand on dit ils font pas d'efforts, si, ils font un effort. Ils font un effort de positionnement dans un groupe social et pour pouvoir obtenir des récompenses. Et effectivement, ça nous coupe un peu du milieu familial. Mais je rappelle que quand nous étions adolescents, nous passions énormément de temps à discuter au téléphone dès qu'on rentrait de l'école avec les personnes qu'on venait de quitter. C'est juste que maintenant, c'est un peu plus, on le voit et on le constate plus, puisqu'ils sont enfermés dans leur chambre, mais ils sont aussi sur leurs réseaux sociaux. Je pense que l'enjeu, c'est effectivement d'expliquer aux adolescents que se développer, ça nécessite développer son cerveau, développer sa socialisation, ça nécessite effectivement de faire autre chose que d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, en particulier le cerveau des adolescents, quand ils sont sur des écrans et en général sur les réseaux sociaux, il faut bien le dire? Si vous voulez qu'on vous dise là où on en est de la recherche, pas grand-chose.
En fait, pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, vous voulez dire, ou vous ne savez pas grand-chose? Il n'y a pas beaucoup d'effets aussi négatifs qu'on le pense. C'est-à-dire que quand on regarde de façon globale le temps passé devant les écrans à l'adolescence et les effets positifs ou négatifs qui y sont associés... Ça peut quand même être jusqu'à 7 heures par jour pour 23% des adolescents de 15 à 17 ans. Oui, c'est vrai, mais dingue. Est-ce que vous avez vu la dernière publication qui est sortie qui montre que les enfants de 9 à 10 ans qui passent plus de 3 heures par jour à jouer aux jeux vidéo ont des meilleures capacités cognitives que ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Donc, effectivement, on regarde toujours ça avec un prisme. Ça, ce sont les jeux vidéo. Les filles sont surtout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les adolescentes sont sur des réseaux sociaux? Vous parliez du phénomène de la récompense, qui est quelque chose qui est omniprésent dans le cerveau des adolescents, beaucoup moins chez les adultes, moins chez les enfants. C'est quoi ce truc de la récompense dans le cerveau? Ce truc de la récompense dans le cerveau, c'est quelque chose qui, en fait, fonctionne dans et en dehors des réseaux sociaux. À partir du moment où on a un retour positif sur des efforts qu'on a engagés, on a un déclenchement du réseau de la récompense. Et il faut bien comprendre qu'il n'est pas plus fort sur les réseaux sociaux et plus fort dans les jeux vidéo que dans la vie réelle. Il est beaucoup plus fort dans la vie réelle. Ça n'a rien à voir. Bien manger, faire un bon repas, ça déclenche notre réseau de la récompense de manière beaucoup plus importante qu'une récompense sur un jeu vidéo ou sur un réseau social. C'est-à-dire, donc, quand vous parlez de récompense, c'est le plaisir. Le plaisir associé à une activité dans laquelle on s'est engagé. Alors, c'est vrai que ce qui change un peu sur les réseaux sociaux et ce qui change un peu sur les jeux vidéo, c'est qu'on va jouer sur des boucles de récompense très courtes. Et ça, c'est effectivement problématique. C'est aussi quelque chose sur lequel nous, il faut qu'on se positionne en tant que scientifique, de dire qu'un certain nombre de jeux vidéo, pas ceux auxquels ils jouent sur des Xbox ou autres, enfin sur des consoles, mais ceux auxquels ils jouent sur des plateformes, ceux qui jouent, sur des plateformes en réseau. Là, c'est un peu plus problématique parce qu'effectivement, le réseau de la récompense est très court. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence en activation de son réseau de la récompense. Et ça peut effectivement entraîner des phénomènes de... Vous savez, on parle de troubles de l'utilisation des jeux vidéo. On ne parle pas d'addiction, on parle de troubles de l'utilisation excessive des jeux vidéo. Ça veut dire, Mathieu Cassotti, que l'adolescent, il va rechercher, plus il éprouve du plaisir dans cet acte, dans cette récompense, plus il va rechercher d'autres récompenses de manière plus rapprochée? La récompense, c'est quelque chose d'agréable. Et à l'adolescence, la récompense, il faut pas la voir comme je donne de l'argent, je récupère des points dans un jeu, etc. Elle est aussi sociale, cette récompense. C'est-à-dire avoir le regard des autres, avoir des likes, avoir des gens qui valorisent ce que vous êtes en train de faire, c'est fondamental pour les adolescents. On l'a dit tout à l'heure, ils vont glisser de la sphère familiale et investir beaucoup la sphère des amis. Alors les amis sur les réseaux sociaux, ils sont très larges. Mais tous ces amis qui vont leur donner des feedbacks, qui vont leur dire des retours, qui vont leur dire oui, c'est bien, ou qui vont liker, qui vont partager, qui vont encourager, ça va avoir un effet extrêmement positif sur justement son réseau de la récompense, ça va le surstimuler. Et donc il va rechercher ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez grisant. Alors on le dit souvent, mais notre regard d'adulte est toujours un peu biaisé. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais que font les adultes aussi? Les adultes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et l'enjeu pour nous, c'est pas tant de dire faut plus passer sur les réseaux sociaux, encore que je rappelle que c'est interdit normalement jusqu'à l'âge de... Ça commence à être autorisé à partir de 13 ans, et ça on a tendance à l'oublier. Oui, bon. On a tendance à l'oublier, c'est vrai que tous les adolescents sont sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est je le dis pour les parents. Parce que c'est un enjeu d'éducation. Il y a une limite d'âge, il faut la respecter. Pas de réseaux sociaux avant 13 ans. On n'a pas le droit d'avoir un compte sur Facebook avant 13 ans. Et je pense que ça, on a un petit peu oublié en fait en tant que parents que effectivement l'usage des réseaux sociaux, l'usage du numérique en fait, c'est pas quelque chose qui doit être intuitif. Il y a effectivement des choses à apprendre. Il y a des choses il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et si on parle pas avec les ados de ce genre de choses, il faut pas s'étonner derrière que effectivement ils aient des pratiques qui soient pas forcément suffisamment régulées. Il faut les aider à se réguler. Cette régulation, elle passe par le social et par l'aide des parents et des adultes. Compte de ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire que les adolescents, le cerveau des adolescents est plus sensible que celui des enfants ou que celui des adultes aux récompenses et au plaisir. Et en même temps, les adolescents parviennent mieux que les enfants à maîtriser leur impulsivité. Bon, ce qui est quand même d'ailleurs rassurant, hein. Mais le fameux test du bonbon, là, le marshmallow, si on dit à un enfant, tiens, je te donne un bonbon, si tu attends un peu, je t'en donnerai un autre. Si tu le manges tout de suite, tu n'auras pas le deuxième. Quand on fait ce test-là avec les adolescents, ils savent attendre quand même. Alors, c'est sûr qu'avec les marshmallows, ils attendent très très bien parce que pour eux, c'est pas une récompense
dépenses suffisantes, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous jouez la même chose avec de l'argent, c'est-à-dire que vous leur proposez une somme d'argent maintenant ou une somme d'argent plus tard, plus importante, 500 € maintenant ou 1000 € plus tard, dans une semaine, là effectivement ils sont capables de mieux résister. Et ils ont cette capacité de résister. Ça c'est vrai, mais uniquement s'ils sont seuls. Dès lors qu'ils vont être en présence de leurs camarades, ils perdent cette capacité de résister et ils se retrouvent hypersensibles aux récompenses immédiates. Donc on ne peut pas comprendre l'adolescent si on ne comprend pas son milieu social ou en tout cas son environnement proche. Dès lors qu'ils sont seuls, vous les mettez en laboratoire, et on l'a fait pendant très longtemps, ils prennent pas plus de risques, ils sont parfaitement capables de raisonner, ils sont capables de tolérer le délai et de pas être trop sensibles aux récompenses. Dès lors que vous les mettez avec leurs camarades, ils sont juste là, ils n'ont même pas besoin de parler, dès lors qu'ils sont présents. Effectivement, là, il y a une surstimulation en fait du réseau de la récompense et ils vont se retrouver en grande difficulté sur des tâches telles que celles que vous décriviez. Les adolescents sont donc très influençables. Est-ce que par conséquent, ils sont plus enclins à prendre des risques, en tout cas quand ils sont en groupe? On va bien sûr en discuter. Plus enclins à prendre des risques que les enfants, plus enclins à prendre des risques bien sûr que les adultes. On va parler de l'activité du cerveau quand les adolescents jouent seuls ou en groupe, notamment pour la conduite automobile, sur des simulateurs, bien sûr. Et puis on parlera aussi de la consommation de produits illicites comme le cannabis. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Que se passe-t-il réellement dans le cerveau des adolescents? On en discute. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Je me trouve étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. Pas de tapis chez moi, que des mauvais textes raturés qui recouvrent le sol. Pas de miroir pour me voir, je me sers un grand verre de rhum pur sur une goutte de sol. J'ai un pouvoir comme Superman, ouais, je suis super à l'aise quand je suis super seul. Cette vie pour moi elle est tout, pour elle je suis personne. Et j'arrive pas à lui montrer. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Je me trouve étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. On parle la même langue mais on se comprend jamais. C'est peut-être temps que j'admets que je viens d'un autre monde. J'en suis sûr pour une fois. Et si chercher des signes, je finirai par en voir. Je connais toutes vos manières, vos différentes voix. Je m'entraîne à vous ressembler en me déchirant le foie. Plus j'essaye d'être moi-même, plus le courant froid. J'ai peur de devenir l'image que je renvoie. « 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, nous parlons éducation, apprentissage et surtout on essaye de comprendre tout ce qui se passe dans la tête des adolescents, dans le cerveau des adolescents plus exactement, avec nos invités Grégoire Borst, Mathieu Cassotti, vous êtes neuroscientifique, psychologue et spécialiste du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Cité, au laboratoire Lapsidé que vous dirigez Grégoire Borst, et vous publiez ce livre absolument tout public mais qui s'adresse aux adolescents. C'est pas moi, c'est mon cerveau, un livre pour comprendre enfin ce qui se passe dans la tête, dans ta tête, puisque vous vous adressez directement aux adolescents. C'est publié chez Nathan. Et bien sûr, vos questions au 33 7 64 45 51 41. Yves nous appelle de Kigali, au Rwanda. Bonjour Yves. Bonjour Emmanuel. Je ne sais pas si vous êtes un jeune papa, vous avez 32 ans, en tout cas, vous êtes intéressé par le sujet. On vous écoute Yves. Oui, je suis intéressé par le sujet. Et... Je suis jeune papa. Parlez bien fort dans le téléphone, on vous entend pas très bien Yves. Oui, je suis jeune papa, j'ai un fils de 8 mois et je suis intéressé par le sujet et je voudrais demander en tant que jeune papa, qu'est-ce que je pourrais faire une fois que mon fils atteindra l'adolescence,
pour qu'ils ne puissent pas, bien sûr, entrer dans cette phase de... Donc, c'est ça ma question aux élèves. Dans cette phase vous avez parlé d'une phase de rébellion aux standards, c'est ça que vous vouliez dire, Yves? Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous observez autour de vous dans votre pays, Yves, au Rwanda? Donc, ce que j'observe, c'est que pas mal d'adolescents entrent dans une phase où on dirait qu'ils ne se comprennent pas avec leurs parents. Par exemple, ils s'enferment trop, donc les parents cherchent à savoir ce qui se passe, mais les enfants ne puissent pas être ouverts à leurs parents, et d'où donc des enfants qui s'enferment beaucoup dans leur chambre, et aussi des témoignages comme quoi des enfants qui entrent dans, je dirais, donc chercher à fuguer la famille, et donc tout ça. Donc, en tant que parent, moi, en tant que papa, bien sûr, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon enfant ne puisse pas, je dirais, entrer dans cette phase? Oui, c'est-à-dire que votre enfant, il a 8 mois et vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour, il y aura peut-être un cordon qui sera coupé, une ligne téléphonique qui sera coupée entre vous et votre enfant. Et ça, c'est vrai que c'est très dur à imaginer et c'est sûrement assez douloureux. Pour répondre à votre question, Yves, et je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés pour la poser parce que je pense qu'elle est révélatrice de ce que se disent beaucoup de parents. Je voudrais lire le message de Khadija qui a 18 ans, qui est à Touba au Sénégal. Elle dit « Les parents veulent éduquer leurs enfants comme à leur époque, alors que les générations évoluent, et il faut que les parents s'adaptent pour éviter les conflits. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre avec vos connaissances sur le cerveau des adolescents, Grégoire Borst et Mathieu Cassotti? On sait qu'effectivement, c'est une période complexe à gérer pour les parents. Parce que, alors même qu'avant nous étions, je dirais, les référents des liens finalement qui s'opéraient, on sait qu'il y a des besoins primaires et dans ces besoins primaires, il y a effectivement les liens sociaux et que le moment de l'adolescence, et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, tout d'un coup c'est une ouverture vers d'autres liens sociaux, mais qui répondent toujours à ce besoin primaire que nous avons en tant qu'être humain, d'avoir des liens avec les gens dans notre environnement. Et effectivement, c'est compliqué à comprendre cela et tout l'enjeu pour les parents, c'est d'arriver à accompagner leurs adolescents dans cette transition-là. Mais les parents ont l'impression qu'ils ne peuvent plus influencer leurs adolescents, qu'ils ne peuvent plus peser, leur transmettre donc des valeurs auxquelles ils croient. Et Mathieu Cassotti, en même temps, vous nous disiez, les adolescents sont très influençables quand ils sont en groupe. Donc, sous-entendu, avec leur père, c'est-à-dire d'autres adolescents du même âge. Oui, alors c'est sûr que ce qu'ils vont valoriser, c'est plutôt ce que vont véhiculer leurs camarades, leurs amis, et beaucoup moins ce que vont dire les parents. Mais ça ne veut pas dire que les parents n'ont plus du tout d'effet. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences, et en particulier sur la prise de risque, lorsque ils sont en présence de leurs camarades, effectivement, ils vont prendre plus de risques et prendre des décisions qui ne sont pas forcément compréhensibles pour des adultes. Mais quand il y a un adulte qui est présent dans la pièce, il va neutraliser complètement en fait cet effet négatif des pairs. Donc il ne faut pas croire que parce que les les adolescents vont progressivement investir davantage les relations amicales et s'éloigner un petit peu des parents, que les parents n'ont aucun rôle. Au contraire, ils doivent continuer et maintenir le dialogue. Ils doivent juste comprendre et accepter, et c'est pas simple du tout quand on est un parent, que c'est plus eux le référentiel de construction de l'identité de l'adolescent, que ça va devenir les amis, le groupe social. Mais il faut comprendre aussi que l'adolescent, il change, il se construit, il sait pas forcément où il va, il sait pas forcément qui il est et ce qu'il va devenir, et que c'est pendant cette phase-là où il va avoir besoin de toute façon aussi des parents. Donc maintenir le dialogue, continuer, accepter que c'est dur narcissiquement d'accepter que son adolescent a peut-être moins besoin, mais c'est pas parce qu'il l'exprime moins que vous n'avez pas de rôle, au contraire. Alors on va parler de la prise de risque, bien sûr, et de la consommation de drogue, mais je voudrais vous lire un message qui est assez rassurant, mais je peux vous dire que pour lui, c'est pas facile. Eliakim est à Cotonou, au Bénin, il a 18 ans, il est en seconde année d'ingénierie mécanique. Donc il n'est pas vraiment en retard, Eliakim, avec son bac à 16 ans. Il peut pas être avec nous au téléphone parce qu'il est en cours, et je vous lis son message. Mes parents sont trop protecteurs, ils contrôlent tout le temps mes fréquentations. Alors quand vous nous dites que les adolescents sont très influençables par les autres adolescents, ils ont peut-être raison, les parents, je ne sais pas, mais ils veulent savoir avec qui je suis, où et quand. Je dois tout le temps demander la permission avant de sortir, dire où je vais. Je comprends qu'ils me protègent, mais tôt ou tard, je partirai. Il faut qu'ils acceptent que je grandisse. J'aimerais avoir plus de liberté, mais on n'arrive pas à communiquer. Chez nous, on ne répond pas et on obéit.
comment faire pour engager le dialogue. Il voudrait des arguments scientifiques pour convaincre ses parents. Donc j'espère que ses parents vont aussi écouter l'émission. Non, les arguments scientifiques, c'est de rappeler que, contrairement à ce qu'on peut penser, les adolescents sont des êtres rationnels. Souvent, on pense que les adolescents sont très irrationnels. Non, ils sont pas très irrationnels. Ils font comme nous. Ils évaluent des risques associés à des décisions qu'ils prennent. Parfois, effectivement, ces décisions sont prises un peu différemment des nôtres parce qu'ils ont des récompenses associées. Les récompenses qu'ils cherchent sont différentes des nôtres. Et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Ils recherchent une récompense sociale. Ce qui fait que parfois, ils peuvent effectivement s'engager dans une conduite à risque. Et donc, le rôle du parent, il est là, mais il est aussi de comprendre qu'un adolescent, c'est un adulte en construction et que par définition, en tant qu'adulte, il faut être autonome. Donc, on ne peut pas continuer indéfiniment à ne pas donner d'autonomie aux adolescents. Et on comprend bien qu'il y a une dimension culturelle à cela. Mais il y a un véritable enjeu à faire confiance aux adolescents. Et c'est un peu ça, tout l'enjeu de ce livre. C'est aussi de dire ça. Faites confiance à vos adolescents. Oui, bien sûr, il y a des moments où il faut être là en situation de régulation, parce qu'il y a des risques qui sont plus importants pris à l'adolescence. Vous savez qu'il y a une augmentation de la mortalité qui est importante à l'adolescence parce qu'il y a des engagements dans les conduites à risque, mais en même temps, il faut leur donner des espaces de liberté parce qu'ils, et c'est ce qu'on montre aussi dans le livre, dans un certain nombre d'expériences, ils sont beaucoup plus sensibles que nous à l'injustice. Et d'une certaine manière, la coercition des parents sur leur comportement, c'est une forme d'injustice. Et ça leur est insupportable. Ça, c'est très intéressant. Vous leur donnez une somme d'argent, et ils ont la possibilité d'en donner un peu. Vous leur donnez 10 €, ils ont la possibilité d'en donner un petit peu à des amis ou à d'autres adolescents qu'ils ne connaissent pas du tout. Eh ben, ils vont donner. Oui, ils sont très altruistes, les adolescents. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas du tout des êtres égocentrés, qui sont pas du tout dans le partage. Ils sont plutôt, je dirais, dans une certaine forme d'altruisme par rapport aux autres. Ça vous a surpris, ça? Non? Cette expérience. C'est vrai que par rapport aux stéréotypes qu'on peut avoir des adolescents, on peut être surpris effectivement de montrer qu'ils sont plus généreux. Et j'ai même envie de dire, c'était vrai aussi pour les adultes. La surprise était que on est beaucoup plus généreux qu'on devrait l'être si on était des individus froids. Et effectivement, et encore plus pendant cette période de pandémie où il y a eu une vraie volonté chez les adolescents de compenser et de compenser par de la solidarité. Mais ce que dit Grégoire est très juste et c'est un vrai moteur de l'adolescence, l'injustice sociale. Et quelque chose, alors on y répond très très tôt, les bébés des 10-12 mois sont capables de répondre à l'injustice sociale, mais à l'adolescence, et tous les profs vous le diront, à chaque fois on crie à l'injustice. Et cette injustice, ça peut être à la fois un moteur de l'action, parce qu'il existe des injustices et c'est important qu'on puisse essayer de les résoudre, mais quand on dialogue avec les parents, Grégoire a tout à fait raison, c'est une forme d'injustice que d'imposer à un adolescent sans lui expliquer et sans l'écouter. Donc il faut pouvoir l'écouter. Amina nous poste le message suivant. Elle a travaillé pendant 17 ans auprès d'adolescents à Paris. Elle dit « Les jeunes constatent un manque de communication et de respect auprès des adultes ». Donc effectivement, c'était le sentiment qui transparaissait aussi dans les messages que j'ai lus. Juste un mot quand même sur les conduites à risque, sur la consommation de drogue. Vous redémontrez, vous réexpliquez bien dans le livre, notamment la consommation de cannabis, que certains cerveaux peuvent avoir des propensions à être attirés par la consommation notamment de cannabis par rapport à d'autres cerveaux. Donc tous les adolescents ne sont pas sur le même pied d'égalité et que les traces sont souvent indélébiles, que même un adolescent qui a fumé pendant plusieurs années, qui a réussi à arrêter, il conserve des difficultés notamment d'apprentissage et de mémorisation à l'âge de 25 ans et il va les conserver peut-être toute sa vie. Exactement. Et effectivement, on a cette double problématique. On n'est pas tous égaux dans notre rapport, je dirais, aux conduites et aux substances psychoactives. Il y a des phénomènes effectivement qui font qu'on est plus ou moins sensible à certaines formes d'addiction. Je rappelle simplement que tout ce que vous avez dit là est vrai aussi pour l'alcool. Et je crois que ça, il faut le marteler. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a la problématique du cannabis, bien sûr il faut protéger les adolescents vis-à-vis du cannabis, mais il faut les protéger vis-à-vis de l'alcool. Les effets sont similaires, identiques, même à des doses très faibles d'alcool. Et on a quand même des études qui montrent que notamment chez les adolescents de 17 ans, quand on les interroge, sur les 90 derniers jours, 30% ont bu avec leurs parents. Je veux dire, c'est catastrophique. Et là, il y a une véritable prise de conscience collective, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de valorisation dans nos sociétés
en tout cas dans la société française, de l'alcool comme un espèce de révélateur d'un bien-être social. Et il faut en sortir, notamment vis-à-vis des adolescents. Et il faut pouvoir leur expliquer ça, parce que c'est beaucoup plus convaincant comme message qu'un message qui est de dire pas d'alcool avant 16 ans ou pas d'alcool avant 18 ans. Il y a un véritable enjeu de dire pourquoi il ne faut pas boire. Parce qu'il y a des effets, comme vous l'avez très bien dit, à long terme qui ne sont pas nécessairement réversibles quand on a commencé tôt. Et il y a aussi quelque chose qu'on martèle beaucoup dans l'émission Priorité Santé, mais peut-être pas tant que ça pour les adolescents. L'émission était consacrée, je crois, il y a un jour ou deux chez Priorité Santé au sommeil. Vous dites les adolescents ont besoin de sommeil pour apprendre. 9 heures par nuit, ça veut dire quand même que si les parents nous écoutent, c'est extinction des feux à 22 heures pour se réveiller à 7 heures, par exemple. Ça semble une très longue nuit. Et vous dites que les adolescents, en fait, l'adolescence, c'est l'une des périodes de la vie où l'on manque le plus de sommeil. Probablement beaucoup plus que nous en tant qu'adultes. C'est une privation qui est organisée, qui va durer des années, et les parents ne le réalisent pas, ça, Mathieu Cassotti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait deux choses, et qu'il faudrait éviter, c'est qu'on va naturellement, parce qu'on leur laisse plus de liberté, décaler l'heure du sommeil, mais on sait que physiologiquement, il y a ce décalage à la base. Donc si on le renforce, on a un décalage physiologique, mais si en plus on renforce par le social, j'ai envie de dire, ce décalage, on va l'amplifier. Et ensuite, on sait qu'on a des rythmes scolaires qui font qu'ils doivent se lever très tôt le matin. Donc en plus, ça vient bloquer. Si vous rajoutez dessus que vous leur laissez leur téléphone portable lorsqu'ils vont se coucher et que donc du coup, ils vont être exposés à des écrans et qu'on sait que ça décale encore plus le sommeil, bien évidemment, vous avez une nuit qui est pas du tout celle qu'ils devraient avoir pour être en forme. Et c'est ça aussi le pari, en fait. Ça veut dire retirer les écrans à partir d'une certaine heure, plus d'écrans possible dans la chambre et le lit des enfants. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai aussi pour le cerveau des adultes. Donc finalement, ça peut être effectivement une décision familiale de se dire au moins 1 heure avant d'aller se coucher, on arrête l'ensemble des écrans, parce qu'on sait qu'effectivement, ça pour le coup, on a des données très consolidées là-dessus qui montrent que ça joue sur le sommeil. Mais c'est vrai que l'activité physique aussi agit sur le cerveau. L'activité physique agit sur le cerveau, notamment sur la plasticité cérébrale. On en revient à cette plasticité, cette capacité du cerveau finalement à se reconfigurer rapidement et donc de sous-tendre l'acquisition de nouvelles compétences, c'est-à-dire sous-tendre nos apprentissages. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, ça reste très ouvert en fait comme question. On sait que l'activité physique et certaines formes d'activité physique sont bonnes pour le développement cérébral et pour la plasticité cérébrale. Pourquoi ça reste ouvert ? Certaines formes. Il faut que ce soit des activités qui soient finalement assez répétées dans le temps. C'est-à-dire que faire du sport 1 fois tous les 3 mois, ça marche pas très bien. Non, on est bien d'accord. C'est plusieurs fois par semaine. Voilà, c'est plusieurs fois par semaine. Il faut que ce soit une activité. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites les adolescents des milieux défavorisés, ils ont plus de risques de manquer de sommeil, ils ont plus de risques d'être stressés, ce qui est pas bon pour le cerveau. Ils ont plus de risques d'avoir une alimentation peu équilibrée, pas bon non plus pour le cerveau, de manquer d'exercice physique. Mais ce qui veut dire que les difficultés scolaires des adolescents les plus défavorisés ne s'expliquent pas seulement par le fait que les parents sont pas allés beaucoup à l'école, qu'ils peuvent pas tellement les aider à l'école, mais que finalement des parents de milieux défavorisés peuvent faire beaucoup pour leurs enfants, même avec des ressources financières limitées, en enlevant les écrans le soir. Pour favoriser le sommeil, en essayant d'organiser des balades à vélo, à pied, etc., de jouer au foot au lieu de rester devant la télévision, et de rassurer ses ados aussi pour éviter le stress et au maximum de donner une alimentation équilibrée, c'est-à-dire en gros d'enlever le sucre et le gras. Et donc c'est intéressant parce que ça redonne un peu aussi la main aux parents qui pensent que tout est joué du fait de leur milieu culturel. C'est pas si vrai que cela, en tout cas, dans ce que vous expliquez. Un dernier mot, il nous reste vraiment quelques secondes, c'est la créativité. Il y a une expérience que j'ai trouvée fascinante qui montre qu'à partir de 6 ans, on se met des freins dans la tête et que finalement un adolescent peut être moins créatif qu'un enfant. Mathieu Cassotti. Alors, sur la question de la créativité, on va essayer de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Les adolescents ne sont pas forcément plus créatifs ou moins créatifs que les plus jeunes ou que les plus âgés. Ça va dépendre aussi du contexte. C'est-à-dire que là aussi, lorsqu'on leur demande un truc très simple, on prend un œuf et on leur demande de le lâcher d'une hauteur de 10 mètres et de faire en sorte qu'il ne se casse pas, ils vont avoir tout un tas de solutions qui leur viennent à l'esprit et ils vont être bloqués sur ces solutions. Mais dès lors qu'ils vont être dans un contexte social particulier, et là c'est un avantage du contexte
contexte social, ils vont être surmotivés en fait à explorer des solutions plus originales et plus créatives. Donc là, le contexte social peut radicalement tout changer dans le cerveau des adolescents et les pousser à explorer des choses nouvelles. Notamment mettre un parachute pour l'œuf pour qu'il ne se brise pas 10 mètres plus bas. Voilà, on en restera à cette image. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission si vous le voulez bien, Grégoire Borst et Mathieu Cassotti, parce que tout de suite on va donner la parole à notre chroniqueuse coach parentale Micheline Samé à Douala au Cameroun. Elle répond à la question: que faire quand mon ado est arrogant? Ce sera juste après ce jingle. C'est tout de suite. 7 milliards de voisins, ça nous rapproche. On est ensemble, c'est votre vie au quotidien. 7 milliards de voisins Et la planète sépare. On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, ce sont chaque semaine dans l'émission des conseils aux parents et toutes les chroniques, bien sûr, sont à retrouver en podcast. Aujourd'hui, nous accueillons une conseillère parentale à Douala au Cameroun. Bonjour Micheline Samé. Bonjour Emmanuel. On a plusieurs auditeurs qui se plaignent du manque de respect des adolescents envers les parents. C'est vrai que c'est un sujet sensible, notamment en Afrique, où l'aîné doit être respecté pour sa position dans la famille, pour son âge aussi. Sauf que dans la vie quotidienne, il y a des dérapages. Exactement. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de cette dame. Cette scène se passe en Afrique. Elle est allée faire les courses avec son véhicule et elle revient avec ses achats dans la malle arrière. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle appelle son adolescent pour venir décharger les choses qu'elle a apportées pour les installer dans la maison. Et l'adolescent, depuis la chambre, lui répond qu'il ne peut pas venir parce qu'il est occupé et que ses sacs ne pèsent d'ailleurs pas si lourd que ça. Elle n'a qu'à les enlever elle-même. C'est carrément embarrassant de voir de façon aussi frontale l'arrogance de son enfant. Oui, pas très sympathique en effet. Mais alors pourquoi, Micheline, les adolescents éprouvent le besoin de répondre? Pourquoi ces écarts de langage chez les ados? D'une façon naturelle, en ce qui concerne les règles de politesse, l'enfant naît, je vais dire, un peu comme une page blanche, vous comprenez? Ça veut dire que c'est à nous les parents de montrer aux enfants les règles de politesse. Bonjour, s'il te plaît, je t'en prie, je suis désolé. Toutes ces choses et bien d'autres doivent être apprises à l'enfant. Il ne naît pas avec ça. Donc ça serait un moyen d'expression comme un autre qui correspondrait à une étape de la vie? Évidemment, il va apprendre plus facilement par l'exemple qu'il voit faire chez ses parents ou alors qu'il entend dire. C'est bien connu, l'enfant apprend des choses par ce qu'on lui dit, par ce qu'on lui montre, mais il apprend beaucoup plus par ce qu'il voit faire, je dirais même plus, par ce qu'il voit faire sans que les parents ne se rendent compte de ce qu'ils font. Il comprend que c'est ça la bonne façon de fonctionner. Oui. Il faut aussi dire quand même qu'à l'adolescence, l'effervescence des hormones qui commencent à apparaître dans son corps le pousse à, entre guillemets, à répondre ou alors on va dire à avoir des écarts de langage envers ses parents et même envers l'entourage. Parce que c'est à ce moment-là que chez le jeune garçon commence à remonter par exemple la testostérone, l'adrénaline chez la jeune fille, les oestrogènes, progestérone, ainsi de suite. Toutes ces hormones crée chez l'adolescent un sentiment de surpuissance. Il pense qu'il peut faire plus que ce que vous êtes en train de dire, à la limite que vous l'infantilisez. Bon, Micheline, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux parents qui veulent avoir des solutions pour gérer au mieux cette situation? Chers parents, comprenez que l'arrogance ou ce qui est perçu comme tel par nous les parents, en réalité pour l'adolescent c'est un moyen d'expression ou alors c'est un moyen d'arracher sa liberté. Vous le savez peut-être, l'adolescence, c'est une étape intermédiaire pour un enfant. Il n'est pas encore un homme, mais il n'est plus un enfant. Sauf que les parents considèrent l'adolescent comme un enfant et l'adolescent, lui, se considère comme un homme. Alors, sa façon d'afficher son nouveau statut d'adulte. Et puis, il faut savoir aussi que les adolescents ont tendance à marcher en bande. Et généralement, dans ces bandes, qui sont des groupes d'amis, entre guillemets, il y en a qui sont plus grands qu'eux
et qui dicte la loi. Alors votre chien adolescent que vous avez à la maison, qui se prend déjà pour un homme, pour montrer à son groupe d'amis qu'il n'est plus un enfant, qu'il n'est pas un fils à papa, il faut qu'il utilise un langage à la limite ordurier pour être accepté dans son groupe d'amis, parce qu'il pense que là-bas, il faut être un dur. Il faut démontrer qu'on est un dur pour montrer qu'on est un homme. Parce que malheureusement, lui, il pense que c'est ça être un homme, avoir des écarts de langage. Et Micheline, est-ce que vous pouvez dire aux parents en quoi l'exemple de leur propre attitude est primordial? Chers parents, parlez à vos enfants. Parlez-leur de cœur à cœur pour qu'ils soient informés de la gêne que cause leur attitude à vous et au reste de la famille. Expliquez-lui comment vous aimeriez que les choses soient. Expliquez-lui que vous voulez qu'il ait un langage bienveillant et expliquez-lui qu'est-ce que vous entendez par langage bienveillant. Expliquez-lui pourquoi il doit avoir ce langage bienveillant, parce que ça va favoriser un environnement paisible, un environnement d'amour à la maison. Évidemment, vous allez commencer vous-même par utiliser un langage bienveillant lors de cet entretien pour qu'il n'ait pas l'impression que vous êtes en train de le juger, de le condamner, auquel cas il risque de se braquer et vous n'aurez pas l'effet escompté. On l'a dit plus haut, l'enfant apprend plus facilement par ce qu'il observe de lui-même et quelquefois lorsque vous ne savez pas qui vous observe. Ça veut dire que la façon dont vous gérez vos émotions, ça va enseigner votre enfant. La façon dont vous gérez les prises de tête avec votre compagnon de vie, ça va enseigner vos enfants. Si vous réussissez à gérer vos incompréhensions avec votre compagnon de vie de façon responsable, votre enfant le fera. Maintenant, si malgré toutes ces précautions, l'enfant a toujours un langage arrogant envers vous, vérifiez son cercle d'amis. Il est bien possible qu'il y ait là-dedans des enfants qui n'ont pas l'éducation que vous donnez à votre enfant et malheureusement, à leur contact, votre enfant a tendance à copier ce qui n'est pas bien. Merci Micheline Samé. On peut retrouver vos analyses, vos conseils de conseillère parentale avec le podcast Parents, Enfants d'ici et d'ailleurs et retrouver toutes les contributions des psychologues sur des sujets d'ailleurs très différents. À très bientôt Micheline Samé et belle journée à Douala. Au revoir Emmanuel, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, Grégoire Borst et Mathieu Cassotti, je vous ai vu pas mal acquiescer à ce que disait Micheline Samé. Vous avez tiqué quand même sur le mot de surpuissance des adolescents, Mathieu Cassotti. C'est vrai que, alors, il y a énormément de choses qui ont été dites qui sont vraies. Et effectivement, instaurer un dialogue, être capable de se mettre à leur place aussi et de comprendre en fait d'où ils viennent, pourquoi ils se comportent, d'expliquer aussi ce que nous on ressent, c'est fondamental et c'est une des choses qui est la plus difficile, c'est-à-dire qu'on a du mal à exprimer nos émotions, on a du mal à comprendre les émotions des autres et le point de vue d'autrui. Donc apprendre à comprendre le point de vue d'autrui et quand c'est des adolescents, c'est hyper important. Sur la question de la surpuissance, c'est pas pour ça qu'ils prennent plus de risques. Ils ont pas forcément, on a tous en fait une vraie difficulté à estimer en fait nos compétences. C'est un effet qui est assez simple et qui est assez dangereux. On appelle ça le Dunning-Kruger effect. C'est-à-dire que moins vous êtes bon en fait dans un domaine, plus vous pensez que vous êtes bon. C'est valable pour n'importe quel domaine. Hein. C'est vrai pour les maths, c'est vrai pour vos connaissances sur les vaccins et sur le Covid. Moins vous êtes bon, plus vous surestimez en fait. C'est-à-dire pour les vaccins, effectivement, le grand public avait toujours une opinion sur les vaccins, alors que les plus grands chercheurs étaient pleins de doutes. Ça, exactement. Gros. Et dès que vous commencez à avoir des connaissances et que vous vous rendez compte de l'ensemble des connaissances et de toutes les connaissances qui vous manquent, c'est l'inverse, vous sous-estimez. Donc les experts sous-estiment, alors que les novices qui n'y connaissent rien ont tendance à croire qu'ils connaissent tout. Et ça, c'est un effet qui existe chez les adultes, qui existe aussi chez les adolescents. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se sentent surpuissants et qu'ils n'ont peur de rien. Grégoire Borst. Non, mais je crois qu'elle a dit des choses qui étaient, à mon avis, fondamentales. Il nous reste 15 secondes. Cette notion, c'est essayer de se mettre à leur place, parce que c'est véritablement un enjeu pour les comprendre. Et quand on les comprend, on peut aussi ouvrir un dialogue. Et je crois que c'est aussi ça l'enjeu de ce livre, c'est d'ouvrir un dialogue entre les parents et les adolescents. Ouais, je terminerai avec le message d'Ibrahima, 22 ans, à Marois, qui a posté ce message. Comment faire pour que les adultes nous prennent au sérieux et arrêtent de nous infantiliser? Voilà, à méditer. Merci en tout cas à tous les deux, Grégoire Borst et Mathieu Cassotti, professeurs de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Cité, au laboratoire Lapsidé, le laboratoire que vous dirigez, Grégoire Borst, et surtout, il faut vous lire « C'est pas moi, c'est mon cerveau », un livre pour comprendre enfin ce qui se passe dans ta tête et qui s'adresse donc directement à toi, adolescent. C'est publié chez Nathan. Merci à tous les deux d'être venus pour en parler avec des mots simples et on a appris beaucoup de choses. Pendant le week-end, n'oubliez pas de télécharger les émissions que vous avez manquées.
Tous les sujets sont annoncés, vous le savez, sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission d'aujourd'hui avec vos adolescents, pourquoi pas, histoire d'en discuter ensuite calmement. Ça sera peut-être un dialogue très bénéfique. Et demain, vendredi, ça sera la toute dernière émission avec le titre 7 milliards de voisins. Et oui, nous sommes désormais 8 milliards d'habitants sur Terre. Et pour célébrer ce grand saut démographique, ne manquez pas d'ailleurs notre semaine spéciale à partir de lundi, 8 milliards de voisins donc.